Je suis professeur en sociologie et en épidémiologie à McGill et je détiens la chaire de recherche du Canada sur les politiques et les inégalités sociales de santé. It is a pleasure and an honor to C'est un grand moderate. plaisir et un honneur d'animer la séance d'ouverture qui va tâcher de faire le point sur les leçons tirées de COVID-19. Les derniers 20 mois ont porté d'innombrables défis et beaucoup d'innombrables souffrances pour un tas de personnes. Et ce n'est pas encore fini. Et plusieurs peinent encore à se rétablir. Et on pense à eux. Espérons que leur peine n'était pas en vain et par l'entremise des connaissances qui sont partagées aujourd'hui, qu'on pourra surmonter les écarts que la COVID-19 a exploités. La présentation de professeur va faire le point sur la sociologie empirique des statistiques. J'ai perdu ma lumière, désolé. La génétique et les sciences médicales. Elle a apporté des grandes connaissances scientifiques au niveau du groupe consultatif sur les urgences et les sciences des vaccins. Et le groupe de travail de COVID-19 de la Société royale. C'est un des 8 conseillers experts de l'Union européenne sur les défis post-COVID-19 social et économiques. Avant de céder la parole à professeur Mills pour sa présentation, je vous rappelle de mettre vos questions dans le chat et j'agirai comme modératrice et je les poserai à la présentatrice à la fin de la séance. Alors, professeur Mills, je vous cède la parole et merci de vous avoir joint à nous. Merci bien pour la belle introduction. Je vous rejoins de Oxford. Comme certains le savent, je suis également canadienne. Je suis là pour vous faire une réflexion sur certains des aspects qu'on oublie parfois quand on pense à la pandémie et on met l'emphase sur les vaccins et les aspects médicaux. Je veux parler des aspects sociaux et comportementaux au niveau de la démographie. Ce qu'on a perçu à travers la pandémie, c'est qu'il y a certaines leçons à tirer. Alors, je vais juste faire avancer mes diapos. J'attends que ma diapo avance. Je vous dirai quelques-uns pendant que qu'on continue. Quelles leçons avez-nous tirées? Tout d'abord, c'est que la modélisation est essentielle. Ce qu'on devait faire pendant la pandémie, c'est qu'il a fallu utiliser différents types de données et de perspectives. Il y avait nécessité d'une approche multidisciplinaire afin de regarder à travers le spectre et relier les points. Il fallait considérer des données génomiques, des téléphones mobiles, des cas au niveau d'infection et des tests et des hospitalisations, les décès et songer aux attitudes du public et de tout rassembler afin de bien comprendre les comportements, comment les gens réagissaient, comment on pouvait aller de l'avant et résoudre la crise dans laquelle nous trouvions. Un autre aspect sur lequel je veux mettre l'emphase, c'est l'importance de la composition sociodémographique de la population. Également, la valeur des approches comportementales sociales pour comprendre si les interventions de santé publique peuvent fonctionner. Également, mettre l'emphase sur les communications et son importance. Il faut commencer avec l'importance de la démographie, de comprendre sa population et de comprendre qui et où et comment ils vont réagir et comment on peut faire preuve de souplesse et d'agilité. On a perçu tôt au début, c'était Jennifer Bean Dowd qu'on en voit ici. On s'est rendu compte que quelque chose de très important, c'est de comprendre la composition de la population et comment cela interagissait avec la pandémie. On le fait souvent en épidémiologie et en santé publique, mais on s'est rendu compte en regardant d'un point de vue démographique, les graphiques montrent c'est des pyramides classiques des populations. Ça montre les différences au niveau de la structure des âges par population. Alors, on s'est rendu compte au début de 2020, quand on regardait aux mortalités, c'était clair que ça affecte les groupes plus âgés. Au niveau de la décomposition démographique, au niveau des âges, ça va se présenter de différentes façons. Ça va résulter davantage de décès dans certains pays aussi, juste grâce au fait que l'Italie a une population très âgée au niveau de sa structure d'âge. On avait pensé à cela au niveau international. On pense à ce qui arrivera au début 2020. C'est souvent ce qu'on a fait tout au cours de la pandémie, c'est de chercher à comprendre les exemples internationaux. On a travaillé avec Bangladesh
d'autres chercheurs africains, on voit en définitive à plusieurs niveaux, cela à plusieurs niveaux, en raison de la composition de la population et de la façon que le virus interagit et infecte différents groupes et différentes structures de comorbidité dans les différentes populations. Il y a des impacts seront différents. On a également appris que différents pays, par exemple avec l'Ebola ou le H1N1, différents pays avaient différents niveaux d'expérience, différents niveaux d'être prêts. Plusieurs pays dans l'Europe n'étaient pas prêts. C'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas agi suffisamment rapidement. Par exemple, dans des zones d'Afrique, ils ont des mesures de confinement très strictes, aussi en Asie. On voulait prendre du recul et réfléchir ce que les sciences comportementales ont considéré. Oui, c'est la structure de l'âge, c'est le timing et le genre de mesures d'isolement social. Mais on regarde les foyers et les milieux de travail aussi. On s'est rendu compte que le niveau de contact intergénérationnel dans des foyers multigénérationnels était vraiment important pour songer aux méthodes de transmission. Et une autre chose que les démographes auxquels ils s'intéressent, et nous avons travaillé là-dessus comme d'autres, on cherchait comment on a perdu des gains au niveau de l'espérance de vie. On a vu, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de l'Angleterre, au pays légal, mais ça c'est la même chose, c'est pas dans plusieurs pays, c'est l'attente au niveau de la vie et l'inégalité. On a fait beaucoup de gains au niveau de la longueur de vie depuis les dernières décennies et on a tout perdu grâce aux excès de mortalité et les impacts qui ont touché certains âges, comme la pandémie, a touché ces âges-là. L'espérance de vie à la naissance a descendu. On a vu d'immenses diminutions dans très peu de temps. C'est pas ce qu'on voit d'habitude dans la population. On a vu que la COVID a baissé l'espérance de vie dans la plupart des pays. Ça, c'était publié dans le journal européen de l'épidémiologie. C'est l'espérance de vie à la naissance et l'espérance à l'âge 60. Et là, on montre les différences. Les hommes, c'est en bleu, les femmes en rouge, et on montre les différences de 2015 à 2020. D'habitude, on ne verra pas ce genre de changement frappant avec le temps, mais ça a vraiment éliminé les derniers 5 ans de gains au niveau de l'espérance de vie. C'est des changements essentiels au niveau de la démographie. Ça affecte la planification, les logements, les pensions. Et ça a un énorme impact sur d'autres institutions, au-delà des soins de santé. Et comme on a déjà mentionné, c'est exposer des inégalités profondes dans plusieurs sociétés. On a également considéré comment ces inégalités étaient rattachées à l'introduction d'interventions non pharmaceutiques, les NPI, les interventions non pharmaceutiques. Vous le savez, vous tous, porter un couvre-visage, travailler à la maison, la distanciation physique et ces aspects-là. Alors, on s'est rendu compte très tôt en Angleterre et en Pays de Galles et dans le Royaume-Uni qu'il y avait, sur le point de vue géographique, il y avait des mortalités distinctes quand on a regardé les cartes à travers le pays. Alors, c'était vraiment rattaché au fait que certaines zones étaient plus touchées par des foyers intergénérationnels et des inégalités. J'utilise l'Angleterre et le Pays de Galles parce qu'on les a étudiés. Mais imaginez que ça existe au Canada et d'autres pays aussi. Il y avait vraiment un déséquilibre au niveau des lits d'hôpital qui étaient disponibles, au niveau de la population qui était dans les régions environnantes. Alors, on a rassemblé ces données-là et on a créé un tableau de bord interactif qu'on a tâché de passer aux populations qui sera le plus durement frappé et pourquoi il sera plus durement frappé. Alors, ces inégalités se sont produites, se sont reflétées de plusieurs façons au niveau de la pandémie, l'âge, bien sûr, également ceux qui, dans des zones où il y a davantage de privation sociale, ceux qui vivent dans des zones de forte densité de population et ceux avec des maisonnées
des foyers multigénérationnels. On peut déjà voir, c'est en mars 2020, comme on commence à créer ces cartes-là. On peut avoir et prédire, juste fondé sur des aspects fondamentaux de la population, où on pourrait prévoir qu'il y aurait davantage de problèmes. Et en fait, ça montre une carte de Londres, et à la droite, vous voyez la population, et on va voir que la zone de Harrow a une population bien plus âgée, alors strictement sur l'âge. Bon, ça sera une zone, la population était âgée et le nombre de lits d'hôpitaux est faible. Et en fait, oui, c'était le premier l'hôpital qui a déclaré un incident critique. Elle n'a pas pu s'accommoder à la situation. C'était le 20 mars, 3 jours avant que le gouvernement a décidé d'avoir le premier confinement au Royaume-Uni. Alors, il s'agit de comprendre sa population et on peut déjà dire beaucoup. On peut déjà prédire et on peut faire de la planification et où déplacer les ressources. Voici ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez faire de la modélisation à une petite échelle. On doit considérer les ethnicités, les comorbidités. On pense que cela peut nous aider à préparer pour plusieurs éléments à l'avenir. Alors, une cartographie avec afin de détail, plusieurs détails, c'est clé. On a également pensé aux occupations par profession. C'est le cas de plusieurs pays. Je montre les taux de mortalité au niveau des certificats de décès chez les hommes, au niveau par profession, ethnie, proximité physique de l'emploi. Alors, on parle souvent de travailler à partir de la maison, mais rappelez-vous, dans 60% de la population, dans la plupart des pays, ils ne peuvent pas travailler à partir de la maison. Alors, il s'agit de services ou ils doivent prendre des transports en commun pour se rendre au travail ou s'ils sont en contact rapproché comme partie de leur emploi. Voilà les taux de mortalité au niveau de la COVID-19 selon la proximité physique. Les bulles montrent combien de personnes, combien il y avait de gens dans cette occupation. Le plus que c'est foncé, puis il y a des ethnies, de minorités ethniques. Ça, c'est l'intersectionnalité. Alors, les inégalités cumulatives ont donné lieu à davantage de décès pour les travailleurs de proximité physique, également ceux qui prodiguent des soins dans les transports, également pour les taux de mortalité chez les femmes, c'était ceux qui travaillaient dans des usines de couture. Ça pourrait vraiment avoir un impact sur comment on veut planifier la ventilation des espaces de travail à l'avenir. On voulait vraiment comprendre ce groupe-ci. On met souvent l'emphase sur le travail à partir de la maison et de faire ce qu'on peut. Qu'en est-il des 60% des gens qui ne peuvent pas suivre cela? Et cela, ça rattachait à leur situation de vie, leur profession aussi. Alors, on considère des facteurs qui affectent si les gens pouvaient même suivre les interventions non pharmaceutiques. On a utilisé une étude importante dans le Royaume-Uni. C'était des seuils qui est longitudinal à répétition de personnes. Il y a des tests des infections à la COVID. On a utilisé cela. Il y avait 400 000 tests, 63 000 foyers d'environ 100 000 personnes. On les a considérés à travers le marché de la main-d'œuvre. Est-ce qu'ils pouvaient rester à la maison? Est-ce qu'ils devaient prendre des transports? Est-ce qu'ils pouvaient assurer la distanciation physique? On a regardé différentes périodes. C'est une chose qu'on a appris au niveau de faire un confinement tôt ou prendre des décisions tôt dans le Royaume-Uni et surtout en Angleterre, c'est un exemple. Ils n'ont pas agi de façon précoce. Alors, on voit le graphique de 3 périodes de confinement, plusieurs éléments au niveau de la restriction des rassemblements sociaux, de la réouverture des écoles. On utilise tous ces moments en matière de politique pour des moments dans notre modélisation, chercher à comprendre comment est-ce que c'était rattaché lié à des cas et des décès. Les cas, c'est en bleu, les décès, c'est en rouge. Ça va jusqu'à mars 2021, où je vais montrer des périodes après celle-là aussi. Ce qui est important à comprendre, c'est que si on pouvait suivre à travers à partir de la maison et avec la distanciation physique, les taux d'infection sont bien plus moindres. Ça fait de l'allure, c'est sûr, mais on oublie souvent qu'on pense à la grande population qui ne peut pas suivre cela. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Les conditions
leur profession ne le permet pas, leur foyer, les conditions de leur foyer ne le permettent pas. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, les couvre-visage, c'était un des INP qui pourrait réduire les infections. Si on devait pas aller sur les transports en commun, on ne pourrait pas maintenir la distance sociale. Si on porte un couvre-visage, ça réduisait nos chances de façon significative d'être infecté. C'est important dans les Royaumes-Unis, cette discussion si les couvre-visages étaient efficaces ou non. Et ce qu'on oublie souvent, c'était les foyers, surtout les femmes dans les grands foyers étaient plus susceptibles à l'infection. Maintenant, au fur et à mesure qu'on élimine progressivement et à un nouveau stade, est-ce que ça va devenir endémique? Ce qui s'est produit et comment est-ce que les gens ont réagi au niveau de suivre des interventions non pharmaceutiques. Et ça vous donne une idée, une sous-section de la population. On doit regarder différents genres de données. Ça vous indique qu'au Royaume-Uni, du 1er avril au 22 septembre, qu'essentiellement, on voit que le port du masque a chuté. Éviter le contact des gens a chuté. Il y a eu une chute au niveau de l'adhésion à plusieurs de ces pratiques-là. C'est au niveau des stratégies et la messagerie publique. Souvent au Royaume-Uni, c'est pas obligatoire, mais c'est rattaché à vos propres jugements. Ce qui a donné il y a beaucoup de confusion. Alors, les messages que l'on véhicule sont importants. Cela qui signale où ils portent les couvre-visages. C'est surtout dans les transports en commun. Et quand ils font du magasinage à l'intérieur, le chiffre important ici, a vu d'autres personnes porter des masques. C'est vert pâle, c'est le milieu. On voit que ça diminuait, chutait à des niveaux très, très faibles. Au niveau des transports en commun, un des plus hauts taux d'infection en Europe. Les gens ne suivent pas ces mesures-là et ce n'est pas obligatoire. Alors, les messages véhiculés, le comprendre et les gens recevoir des lignes directrices faibles, c'est une autre chose qu'on a appris de la pandémie. Et ça vous montre aussi, plusieurs d'entre vous, dans les nouvelles, les cas confirmés, on voit qu'au Royaume-Uni, il y a eu un pic en juillet où tous les INP ont été éliminés. Et on est retour à l'école. Il y avait d'énormes augmentations en Allemagne et en Autriche et aux Pays-Bas. Il y a un tas de choses dont on pourrait discuter au niveau d'un parti pris, au niveau des données d'infection et des régimes de dépistage. Mais au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de cas confirmés en ce moment. C'est très important pour revenir vers comprendre quels sont les cas. Et cette graphique en contour montre l'âge, le temps de octobre 2020 à octobre 2021. Le plus foncé, ça montre le plus faible nombre de cas. C'est une carte par chaleur rouge, c'est le plus grand nombre de cas. On voit un grand pic au mois de janvier au niveau des groupes d'âge après Noël. Et là, on voit au début juillet, le Premier ministre l'avait annoncé le 19 juillet comme le jour de la liberté. Les gens l'ont adopté. On voit au niveau des taux d'infection et plusieurs des INP ont été éliminés. À la droite, c'est des hauts taux d'infection chez les enfants, les Royaumes-Unis, l'Angleterre. L'Angleterre, c'était un des pays qui a pris la décision de vacciner des enfants plutôt tard. Ils ont commencé à le faire à l'automne. Alors, on voit les hauts taux d'infection dans les écoles. Et il y a la petite bulle par-dessus, c'est leurs parents, bien sûr. Et le pic, c'est leurs grands-parents. On voit des infections intergénérationnelles. Alors, pour passer à pourquoi adopter une démarche je vais aller au-delà des modélisations, ce qu'on a également contribué. On a beaucoup parlé du comité d'urgence de Royaume-Uni. C'est comment les humains perçoivent tout cela et comment les interactions entre nous. Je suis heureux de vous parler de la Société royale du Canada. Je travaille sur un comité à la Société royale du Canada. Je pense que ça fait un grand impact au niveau de produire des passer en revue de façon systématique pour considérer certains aspects. En juin l'année dernière,
On a fait une analyse systématique sur les couvre-visages. Ça montre Charlie Rohan, avec qui j'ai travaillé on a fait passé en revue de façon systématique tout ce qui avait été publié sur ce sujet. Vous pouvez le voir, c'est tout en libre accès. On a vu une énorme augmentation des recherches sur les couvre-visages. À l'époque, le conseiller scientifique en chef disait que ce n'était pas clair s'il y avait des preuves disponibles. Ça va devenir important plus tard quand on parle de désinformation. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que c'est clé pour les couvre-visages, également pour le fait que les gens prennent des vaccins, un tas de choses, que le public comprenne ce qui se passe. On avait mis l'emphase sur se laver les mains. Là, on passait à la transition par aérosol. Et quand le public a compris cela, il voulait apporter des couvre-visages. Ils l'ont compris. Et parfois, les communications, au moins ici, on a oublié ça. Et la perception des risques, c'est clé. On voit qu'il y a beaucoup de grands groupes ici en Europe, surtout les plus jeunes, qui ne se font pas vacciner, ne perçoivent pas qu'ils sont d'hospitalisation. C'est important. Également, les expériences nationales antérieures en matière de pandémie, ces nationales ont agi rapidement, c'était vite, c'était clair, et comme résultat, ils ont eu une différente expérience et des caractéristiques individuelles. J'ai parlé de cela auparavant. On doit vraiment travailler avec le public pour imaginer quels sont leurs obstacles. Si c'est au niveau des couvre-visages, qu'est-ce que je dois porter, comment est-ce que je dois le porter au tout début, aussi en relation au niveau de la prise de vaccin, comment est-ce que je m'y rends? Est-ce que je peux prendre du congé de travail pour prendre la piqûre? Et c'est ce qu'on avait trouvé dans d'autres recherches. Je voulais donner cet exemple de la Société royale du Canada. On travaillait avec la Société royale et le président Benguida, il a gagné le prix Nobel en médecine. Il y a un rapport et on l'a poussé le 26 de juin. Et le maire de Londres et beaucoup de personnes sont venues. Bon, il y a un rapport, il y a des preuves. On doit introduire les couvre-visages. C'est annoncé le 14 juillet. On a beaucoup fait les médias. C'est important que les scientifiques soient là et publics. C'est quelque chose qu'on doit faire. Les preuves sont claires. Et parce qu'il y a beaucoup de discussions qu'il n'y a pas de preuves de l'efficacité des interventions non pharmaceutiques. C'était un enjeu pour tout le long de la pandémie. Pour donner un autre exemple, on a développé des relations au niveau des modèles de courbe stochastique. On voulait penser à quel point est-ce que les bulles sociales sont efficaces, comment est-ce qu'on pourrait informer avec des données empiriques pour créer les meilleures bulles sociales. On travaille avec différentes compagnies, entreprises multinationales, des écoles, des universités à travers le monde, et où ils ont appliqué ces stratégies fondées sur nos Vous savez, on cherche une similitude. Avec les partenaires, il faut travailler. Il faut aussi construire ces bulles sociales à travers des contacts continus. Dans certaines zones, on a vu ces choses qui ont travaillé de manière efficace. Maintenant, nous avons des preuves. C'est comme nous avons fait en 2020, mars 2020. Maintenant, nous avons des données d'autres écoles et d'autres entreprises. Nous montrons quand vous pouvez faire un réseau social et comment on peut faire aplatir la courbe par rapport aux infections. Un autre aspect sur lequel on a travaillé, c'était sur le déploiement des vaccins. Pas du côté logistique, l'efficacité, tous ces autres aspects. Sinon, est-ce que si on le sortait, est-ce que les gens réagisseraient? Est-ce qu'ils se feraient vacciner? C'était un vrai problème afin que les personnes comprennent. Et cela continue dans beaucoup divers pays et de divers groupes de personnes. Donc, nous devons faire un peu de stratégie, développer un peu de stratégie et en restant sur les épaules des autres qui ont fait un peu de travail dans ce sujet.
Si les gens sont hésitants à prendre des vaccins, comment est-ce qu'on peut faire? Nous avons travaillé avec certains en Afrique, en Royaume-Uni, et les 5 C. Il faut construire la confiance, la complacence. Il faut que ça soit convenient. Il faut connaître les communications. Je vais en discuter maintenant par rapport à où est-ce que les gens obtiennent leurs informations. Et il faut penser au contexte et l'histoire de traiter avec le gouvernement et les experts et le niveau de confiance qu'il va y avoir dans chacun de ces groupes. Donc, je crois que ce sont des choses qu'on a apprises. Et une vaste quantité de mésinformations qui est difficile d'éviter. Ça se répète dans le temps. Si vous regardez le vaccin de smallpox dans les 1800, avec des dépliants, ils sont presque, qui ont été sortis, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, pour le COVID-19, c'était assez difficile pour les personnes qui n'étaient pas forcément anti-vaccins, mais c'était difficile de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et aussi, quand il y a eu des effets secondaires déclarés, le risque de ça, c'était vraiment difficile afin que les gens puissent comprendre le risque. On ne comprend pas très bien notre niveau de risque. Nous avons regardé aussi où est-ce que les gens obtiennent leurs informations. Et c'est là où beaucoup de mésinformations se trouvaient, TikTok, YouTube. On voyait bien que c'était un aspect important. Ce n'était pas juste des groupes libertariens, c'était beaucoup d'autres groupes. Parmi eux, ils ont fait cibler ça, de faire un débat sur la liberté. Ils ont gagné pas mal d'argent à partir des remèdes homéopathiques ou naturels. Donc, il y avait des groupes assez organisés qui ont partagé ou fait répandre des mésinformations. Ce qu'ils font, c'est qu'ils exploitent les changements dans les conseils, dans la science, dans la façon de penser, ce qui se passait lors de la pandémie. Ça se passe dans la science, c'est une évolution. Et ils notent ça, ils disent que c'est un manque. C'est une erreur et il y a une lacune dans la science. Et ça se répète et ça se répète. C'est assez frustrant en tant que scientifique qui travaille dans cette zone. Donc, on a regardé ça et c'était lié beaucoup avec la confiance. Et ces gens qui avaient ces pensées ou croyances conspiratoires, d'où ils ont trouvé ça? On l'a fait au Royaume-Uni, mais on l'a fait dans d'autres pays maintenant. Nous avons trouvé vraiment que les gens étaient moins prêts à se faire vacciner avec moins de confiance quand ils ont obtenu les informations liées aux théories conspiratoires, surtout quand ils se méfiaient des gouvernements. Surtout ce qui ont trouvé des informations sur YouTube et pas dans les médias mainstream, beaucoup d'informations dans d'autres réseaux sociaux en disant qu'il y a beaucoup de non-experts qui actent en tant qu'experts pour partir de les mauvaises informations et mésinformations. Ça devrait être, est-ce qu'on devrait criminaliser ce genre de comportement? Et nous avons vu en fait que il y a quelques jours, il y a un litige sur la personne InfoWars, Alex Jones. Donc, oui, il y a des choses à faire dans cette zone-là, mais je voulais souligner ce qu'on a beaucoup de scientifiques en expérimenté. Je sais que je ne suis pas seul. Quand vous allez publier sur quoi que ce soit, vous allez recevoir ces courriels constamment et un barrage constant de choses. Je ne peux pas croire que je couvre leur identité. Je suis gentil de le faire. Mais vous recevez des choses qui vous disent que vous ne pouvez pas regarder cela. C'est très frustrant et donc je crois que ça va être une vraie tournée dans la science. Et pour finir, je veux parler sur les passeports vaccinaux. Nous avons publié une chose aussi sur les pièces d'opinion. Là où on a dit que les passeports vaccinaux pourraient être assez intéressants ou une certification de vaccination, je sais qu'au Canada, ça a été introduit dans diverses provinces. Nous avons pensé sur les choses d'interopérabilité, éthiquement, quels sont les enjeux par rapport à la confidentialité des données.
Et c'était un vrai point de discussion en tant que société du monde que penser à ces aspects-là. Et je vais finir avec une dernière étude, et ça va sortir en Lancet Public Health. Nous avons pensé à quels sont les impacts de ces interventions non pharmacologiques. L'acceptation des vaccinations, parce qu'en France et Italie, nous avons entendu qu'on a visé cela afin d'augmenter le nombre de personnes qui se font vacciner. Je vois que mon temps s'écoule, donc je ne vais pas au détail, je vais au résultat principal et ça va sortir bientôt. Si vous regardez à droite de la graphique, ça raconte un peu l'histoire. Et ce qu'on a fait avec cette modélisation synthétique, c'est que nous avons fait un contrefactuel. Avec des pays qui ont introduit une certification, nous avons vu un effet d'anticipation, c'est-à-dire les gens qui voulaient se faire vacciner et les gens qui se font réellement vacciner. À peu près 28 jours avant. Et ensuite, on a vu, 40 jours après, la durabilité des gens qui continuaient de se faire vacciner juste à base de l'introduction de ces certificats de vaccination. Et c'était demandé dans les restaurants partout. Nous avons répliqué cela dans 6 pays. Donc, c'était très intéressant d'y réfléchir. Et d'autres pays ont introduit cela. Bien évidemment, la France et l'Italie. France a un effet tellement grand ici. Ce sont des pays avec une histoire où l'hésitance vaccinale et des mouvements anti-vaccinaux. Et donc, comme on dit dans l'article, ce genre d'interventions sont celles qui ont le plus d'effet. Maintenant, donc, je vais juste aller vers ma dernière diapo. Ça a pris un peu de temps pour y arriver, mais je voulais tout simplement conclure en vous disant qu'est-ce que nous avons appris. Nous avons appris que des aspects socio-comportementaux sont vraiment importants, que la communication est importante, le risque de la perception de la risque du public est important. Comprendre aussi que les personnes ne peuvent pas suivre les interventions non pharmacologiques, parfois dues aux situations de logement, aux situations de travail. Il faut être multidisciplinaire et mettre beaucoup de données et différents points de données. Donc voilà, ça bouge enfin. Si ça vous intéresse, je vais finir et je passe ça avec la World Society. Nous avons produit de l'interaction publique, des vidéos avec qu'est-ce que ça serait un monde sans vaccin, à quoi ça ressemblerait aussi. Donc, je vais finir là et je donne le micro à Amélie maintenant. Merci, Melinda. Afin de cette présentation vraiment excellente, votre capacité de construire une quantité énorme, massive de données avec une grande diversité d'enjeux, c'est vraiment incroyable. Et au niveau personnel, c'est bien de savoir comment vous avez fait conduire ces perspectives. Et pour un rapport public, ça c'est énorme. Vous avez beaucoup de temps dans les mains, bien évidemment. Et beaucoup de mortalité a été évitée comme résultat de certains des facteurs que vous avez avancés. Vraiment, je suis admirante de votre recherche. Merci, parce qu'avec cette entreprise collective, ce genre de connaissances passe par les frontières et les obstacles. Et bien évidemment, Canada, je regarde vers le Royaume-Uni. Nous avons entendu que certaines de ces décisions ont été prises parce que d'autres pays le faisaient. Donc, je vous remercie de ce front-là. Et sur la prise de décision, vous fournissez un très haut niveau d'expertise à beaucoup de décisionnaires sur la politique et le contexte de la population. Et donc, ça serait intéressant de savoir, vous diriez, qu'est-ce qui est les solutions plus faciles à portée de main? Je crois qu'une chose que j'ai notée dans beaucoup de départements gouvernementaux, c'est la coordination. C'est vraiment le cas. Donc, souvent, on voyait
beaucoup de différents groupes qui posaient la même question, ou bien on voyait souvent un groupe qui posait une question d'une façon étroite, un autre groupe qui le posait dans une façon plus ample. Donc, je crois qu'il faut apprendre comment interagir de notre façon et d'évoluer différents types d'experts aussi. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a appris qui est très important. Donc, la coordination de connaissances à travers les différents, bien évidemment, Westminster a été là quand nous avons la perspective du gouvernement. Ça, c'est un peu un défi, mais il y a des mouvements par rapport à l'établissement de politique, peut-être un peu plus loin. Avec quelle vitesse ça pourrait se produire? Qu'est-ce qui est vraiment utile afin de faire que ces connaissances se partagent? J'ai trouvé que, en particulier, utiliser le grand groupe, la société, au travail avec le gouvernement du Royaume-Uni, on travaille en travers de tous ces grands groupes parce qu'il y avait un peu d'autorité et quand on regarde la confiance par rapport à la science, c'est en vrai, le public avait un haut niveau de confiance aux experts et les scientifiques. En vérité, ils ont écouté ce qu'ils disaient. C'était plutôt de faire confiance au gouvernement, pas uniquement au Royaume-Uni, mais dans plusieurs pays. Donc, je crois que la science a appris que nous avons dû aussi commencer à interagir avec les uns entre les autres. Je sais que nous avons discuté de cet aspect avant. En regardant, par exemple, le Royaume-Uni, le groupe des urgences, nous avions dans la réunion des personnes de mobilisation avec les mortalités, point de vue très médical, et en pensant des vaccinations au niveau individuel, pas en pensant de l'immunité collective. Il fallait mettre toutes ces choses ensemble afin de trouver une solution ou de penser à commencer à trouver une solution. Il faut comprendre que cela marche. Il ne faut pas les rejeter, hein, les vaccins. Donc, c'est des perspectives démographiques et socio-comportementaux qui ont été importants. Marc Luttrop dit merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante pour commenter sur votre expérience dans la scène des Royaumes-Unis, comment ça affecte les leçons pour l'avenir. Il faut dire que ça a été une expérience mélangée, mixte. Parfois, j'ai été la seule scientifique socio-comportementale. Vous montez la main en disant, vous levez la main en disant peut-être, par exemple, l'acceptation de vaccin. Il fallait se lever la main. Vous vous rendez compte qu'au Royaume-Uni, on n'a pas une très bonne idée de cette population-là. On ne sait pas ce qui est la population quand on regarde ceux qui vont accepter le vaccin. On prend trois ensembles de données, ça vous donne des dénominateurs différents dans la population et ça va affecter vraiment votre compréhension de ces données. Et ça, ce sont des choses assez basiques qu'il fallait communiquer aussi. En particulier, donc, les aspects comportementaux, ça, c'est quelque chose comprendre qui est le public et les groupes de public, comment ils réagissent et faire des commentaires sur le comportement, comment les gens réagissent, comment ils comprennent et comment mieux le communiquer à ces personnes-là afin de ne pas avoir des émeutes, etc. Oui, c'est tellement profond ce que vous dites. Je suis fan du podcast derrière More or Less et ils ont eu des discussions là-dessus. Là où on dit les ensembles de données vous permet de mesurer les différents groupes, c'est très important. Il nous reste quelques minutes seulement. Je vous laisserai
avec une question facile. Si vous cherchez, en regardant le terme moyen, avec les défis du COVID-19, la grande question que tout le monde pose, quand est-ce que ça va devenir endémique? Quand est-ce que ça va être fini, enfin? Et qu'est-ce que ça veut dire endémique? Comment est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'elle va se produire? Pourquoi on n'a pas prévu ça? Et je crois que ce niveau d'être préparé, dans les pays asiatiques, ils étaient mieux préparés. Je crois qu'on peut se préparer nous-mêmes un peu mieux, comme d'autres pays. Et nous devrions apprendre de nos leçons apprises. Cela dit, c'est étonnant, comme on a des troisième, quatrième, cinquième vagues d'infection, qu'on apprend toujours à partir de ces aspects-là. Donc, je crois que les scientifiques doivent travailler ensemble d'un point de vue, une approche multidisciplinaire en donnant les conseils au gouvernement. Ils disent qu'ils suivent la science. Ça serait important qu'ils suivent en réalité la science. Mais de l'autre côté, c'est en tant que scientifique que quand on donne ces informations et nous disons que c'est gris et c'est pas certain, eux, ils doivent prendre des décisions d'un environnement très politique. Et il faut que nous aussi pensons à cela, considérons cela dans l'avenir pour mettre vers les prédictions, les points multiples de données, penser comment ça va finir à la fin. Hein. On ne sait pas vraiment comment la sélection naturelle et l'évolution, comment ça va faire dans l'avenir. Ça va pas une mauvaise idée de comment les gens vont réagir à certaines choses. Donc, je crois que c'est une combinaison de ces choses ensemble qui va être d'une importance toujours plus importante dans l'avenir. Merci encore une fois pour mettre la scène avec ces aspects sociocomportementaux qui démontrent clairement certains chemins vers l'avenir, en espérant qu'on va passer par la partie crise de cette pandémie vers la phase endémique. Merci. Et merci pour les discussions qui vont suivre. Nous avons une petite pause, mais revenez. Donc, merci infiniment. Et merci au public de nous